Depuis le 7 octobre, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza où l'armée israélienne mène la guerre contre le Hamas, a fait savoir ce 6 novembre le ministère gazaoui de la Santé. En Cisjordanie, on en compte 155 victimes et 2250 blessés. C'est dans ce contexte que le président algérien a appelé les juristes venant des pays arabes et des organisations de défense des droits de l'homme à entamer des poursuites contre Israël auprès de la Cour pénale internationale. Selon Abdelmajid Tebboune, l'État hébreu doit être jugé pour ses crimes contre la Palestine. Il déclare, je cite, intenter une action en justice devant la Cour pénale internationale contre l'entité israélienne est le seul moyen de mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les Palestiniens, a-t-il déclaré le 6 novembre lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023 et 2024. Il a mis en avant la violation des normes de valeurs humaines, éthiques, religieuses et légales en Palestine face à ce que le monde observe quotidiennement en termes de brutalité, de cruauté commise par les forces d'occupation contre le peuple palestinien devant un silence mondial épouvantable. Le procès international efficace représente le seul refuge, dit-il, du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes dans l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Le 1er novembre, le chef de l'État algérien avait appelé toutes les parties régionales et internationales à rechercher un éveil urgent de la conscience de la communauté internationale et à mettre fin à l'agression israélienne contre le peuple palestinien et la bande de Gaza. Le même jour, les députés algériens avaient tenu une séance pour discuter de la création d'un comité international chargé d'enquêter sur les crimes israéliens. Le 2 novembre, le Parlement algérien a même voté à l'unanimité pour accorder au président Tebboune le droit de déclarer la guerre à Israël pour soutenir la bande de Gaza si nécessaire. L'Algérie est ainsi devenue le premier pays arabe dont le Parlement légitime officiellement les forces armées du pays à entrer dans le conflit israélo-palestinien. Alors, pour discuter de ce sujet fondamental qui pose la question de l'efficience du droit international et de la place des institutions chargées de son application, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Katib, chercheur en relations internationales. Ahmed Katib, bonjour et merci d'avoir Bonjour. accepté de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Bien, alors, à l'instar de... J'aimerais bien qu'on pose la question, mais en prenant un peu d'altitude et en dépassionnant un peu le débat, parce que il ne s'agit pas de défendre un tel ou contre un tel et de rentrer dans ça, mais de poser le problème où il se situe exactement et comment arriver à une solution. Alors, je rappelle qu'à l'instar de ce que nous avons pu voir durant la Seconde Guerre du Golfe en 2003, qui a mis fin au règne de Saddam Hussein, en Libye en 2011, puis en Syrie, dès les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien sur les colonies israéliennes au large de la frontière avec la bande de Gaza, alors les médias, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites des journaux, les radios, les télés occidentaux. Alors, tous ont basculé en mode édition spéciale, régurgitant le même narratif, le même mot d'ordre est ressassé, condamnation sans appel des actes terroristes, inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre et à se défendre avec tous les moyens. Donc, je rajouterai, c'est un traitement auquel le conflit en Palestine, latent depuis près de 75 ans, est habitué. Alors, Ahmed Kateb, comment analysez-vous cette situation et, à votre avis, l'appel du président algérien tombe-t-il à point nommé? Je vous remercie pour cette question. Euh, Évidemment, l'appel du président Abdelmadjid Tebboune tombe à pied nommé. Et pourquoi? Parce qu'il resitue un petit peu les termes du débat dans le sens où tout le monde parle d'un cessez-le-feu, alors et qu'il y a clairement un,
un crime qui est commis contre le peuple palestinien à Gaza. C'est un crime de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité qui sont commis chaque jour durant, chaque minute, par Israël contre une population civile. Je tiens à le préciser, contre une population civile. Donc, on ne peut pas qualifier ce qui se passe à Gaza d'autre que sous le qualificatif de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À ces qualifications répond également une nécessité, soit l'urgence de la traduction d'Israël, de ses dirigeants politiques et militaires devant la Cour pénale internationale pour justement répondre de leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là, l'Algérie est fidèle à ses principes, évidemment. Euh, L'Algérie, faut-il le rappeler, est toujours logiquement en état de guerre contre Israël depuis juin 1967. Mhm. L'état de guerre contre Israël n'a pas été levé. Donc, il y a justement des fondamentaux à rappeler et l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays arabes, a été en guerre contre Israël directement en juin 1967 et en octobre, il y a donc 50 ans, 1973, Mhm. avec l'envoi de troupes et d'armes et avec achat d'armes au profit de l'Égypte notamment. Donc, Alors, ce sont des oui. fondamentaux à rappeler. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et comment peut-on analyser ou qualifier la situation, je pense que la relecture du penseur algérien Frantz Fanon est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs années, durant la révolution algérienne, posé les termes du débat d'une manière très claire. À la violence du colonisateur doit répondre la violence du colonisé. Et la violence du colonisé est une violence légitime. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. C'est Comment peut-on... justement, Monsieur Kateb, c'est ça, c'est ce point-là, justement. Vous soulevez quelque chose de très, très important. C'est le fait colonial qui est écarté de ce débat. Tout à fait. Il y a premièrement ça, et deuxièmement, il ne s'agit pas de s'aligner sur Israël ou de s'aligner sur les mouvements de résistance, mais le problème central, justement, et qui empêche le débat dans le temps long, c'est le fait colonial, premièrement. De- Et deuxièmement, c'est si on parle de Darwa, parce que quand on qualifie quelqu'un de terroriste, donc on est dans le Darwa ici. On est dans le Darwa. Alors, mais le terrorisme, c'est pas une idéologie, c'est pas, c'est une méthode. Quand vous attaquez des civils qui ne sont pas armés, c'est un acte terroriste. Alors, pourquoi qualifier le Hamas comme ça, ou toutes les autres factions comme ça, et, et l'armée israélienne, non. Et alors que, normalement, selon le droit auquel il se réfère, une armée est tenue normalement de respecter le droit militaire, c'est-à-dire de répondre avec une réponse proportionnée, pas disproportionnée, d'écarter les victimes civiles, et puis de ne jamais entamer une action militaire quand on n'arrive pas à faire la distinction entre le combattant qu'on veut abattre et les civils, alors que tout ça n'est pas respecté. Est-ce Oui, que, justement, est-ce qu'on est justement dans cette même logique que François Fanon décrit dans Les Damnés de la Terre, la déshumanisation du colonisé? C'est-à-dire que du moment qu'on on se positionne comme ça, donc il est permis de l'anéantir. le ministre de la Défense israélien a fait pire. Mhm. C'est dès le soir du 7 octobre, il a qualifié les habitants de Gaza d'animaux humains. Donc déjà, on leur enlève le qualificatif d'humanité, leur qualité d'humanité, d'humain. Donc, lorsqu'on enlève cette qualité à une personne, donc
on légitime par la suite tout le traitement qu'on veut lui réserver. Donc, le ministre israélien de la Défense a tout de suite, après les opérations du 7 octobre, posé les termes du débat en déshumanisant les habitants de Gaza, donc en disant au monde entier, attention, vous allez voir, on va les rayer de la carte. Ce ne Mhm. sont pas des humains. Donc, on ne peut pas leur appliquer le droit de la guerre. On ne peut pas leur appliquer les conventions humanitaires, donc les conventions de Genève, etc. Donc, donc, on va les raser de la carte. Donc, Mhm. pour revenir justement à cette question centrale qui est la colonisation en Mhm. réalité et que personne ne veut évoquer, euh, c'est un drame qui dure depuis 1947-1948, soit depuis l'adoption du plan de partage de la Palestine et la proclamation de l'État d'Israël au lendemain de la Nakba palestinienne. Donc, Mhm. on est dans un fait colonial qui s'étend dans le temps long et que le monde entier, par coquetterie et souci de confort, a omis de voir. Il y a une sorte d'occultation du fait colonial israélien. Mhm. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, entre guillemets, selon les règles établies par l'Occident, on ne peut pas condamner Israël. Pourquoi? Parce que Israël est l'incarnation de la survivance de l'Holocauste, etc. Donc, on a transposé un problème occidental en Palestine et on fait payer aux Palestiniens le prix d'un De ce qu'ils drame n'ont pas ou, commis, du crime qu'ils n'ont ou pas commis. d'un méfait qu'ils n'ont absolument pas commis. Donc, Mhm. on a inversé la logique et au lieu de résoudre le problème colonial, on a fait que le décaler dans le temps. Et lorsqu'on décale ce problème, on, on crée un ressentiment et c'est comme une cocotte minute qui, à force de la presser, explose. D'accord. Bien. Alors, vous me donnez justement la perche, vous me tendez la perche pour poser la deuxième question. Alors, depuis le démembrement de l'Union soviétique, ceux qui ont un petit peu de mémoire, le monde a enregistré plusieurs anniversaires odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, je précise, qui honteusement se sont heurtés au même silence et à la même indifférence. Et on peut citer le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, le tout en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je rappelle, des millions de civils ont été tués dans ces conflits sur le même contexte, sur le même prétexte cynique de faire propager la démocratie, les droits de l'homme, la protection humanitaire, et ainsi de suite. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine, où les populations civiles de Gaza sont décimées sous les bombardements israéliens en réponse à une attaque des combattants de la résistance palestinienne, occultant avec la complexité occidentale, je rappelle aussi, le fait colonial injuste dont ce peuple est victime depuis 1943. Alors, pensez-vous, Ahmed Katib, que la CPI, la Cour pénale internationale, pourrait vraiment lancer des actions à l'encontre des Israéliens alors qu'elle n'a jamais fait quoi que ce soit depuis sa création contre ses protecteurs? Je veux dire les protecteurs d'Israël qui ont commis les crimes que j'ai cités avant. Oui, on peut pas imaginer la CPI traduire les présidents Bush, Obama, Tony Blair, Trump, Tony Blair, donc les présidents des puissances occidentales, Nicolas Sarkozy pour la Libye. On imagine très mal la CPI traduire ces personnalités en justice euh, sous prétexte de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou d'assassinats commandités de personnalités étrangères. Mais on l'a vu avec Laurent Gbagbo, donc l'ancien président ivoirien qui a été débarqué manu militari de sa résidence par les forces françaises avant de le traduire à La Haye
après des années de procès. Donc, c'est un Et non-lieu. Slobodan Milosevic. Et puis, Milosevic, qui bizarrement ouais. est passé de vie à trépas dans sa cellule. Donc, on voit qu'il y a les deux poids, deux mesures, mais parce qu'il y a toujours un mais, c'est très intéressant d'observer la situation présente parce qu'on voit, par exemple, lors du vote par l'Assemblée générale des Nations Unies, justement, de la résolution, hélas non contraignante, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de corridors et de couloirs humanitaires, on voit que la majorité des pays du monde, donc c'est ce qui fait les Nations Unies en fait, À a l'exception de voté la partie pour, occidentale. à À l- à Juste l'exception la partie occidentale qui a. de l'Occident qui s'autoproclame communauté dite internationale, Mhm. alors que la véritable communauté internationale se range du côté du droit, Palestinien. des normes, etc. Donc, mais c'est très intéressant à observer parce qu'il y a un début de glissement vers une plus grande, peut-être, vision démocratique du monde et une désoccidentalisation croissante, justement, des rapports au sein des Nations Unies. Et on voit, on a vu le nombre de pays qui ont voté pour cette résolution, 145, si ma Mhm. mémoire est bonne, avec 12 votants Moi, j'ai contre. gardé juste la carte géographique colorée. En fait, ceux qui ont voté contre, c'est l'Occident. Le reste du monde était en bleu à Était voter en pour, vert. en Tout à vert ou en fait, bleu. avec quelques exceptions d'abstention. Chaque pays avait ses raisons de s'abstenir. Mais le fait est que ça serait très intéressant de voir ce glissement justement du monde désoccidentalisé vers les aspects juridiques des relations internationales, notamment D'accord. concernant la Cour pénale internationale. Et là, on pourrait espérer la traduction de ces criminels de guerre, en plus des criminels de guerre israéliens, devant la Cour de la Haye. D'accord. Alors, pour continuer sur le même élan, le comportement médiatique qu'on voit euh, dans le traitement de la question palestinienne a encore fait surgir, notamment sur les réseaux sociaux, des reproches de double standard dans le traitement de l'information relatif à ce conflit. Alors, la même stratégie a été observée au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. En effet, après avoir occulté pendant plus de 8 ans, comme on occulte le fait colonial en Israël, les exactions menées contre les populations russophones du Donbass par l'armée ukrainienne, renforcées par des bataillons complets de néo-nazis, hein, se réclamant ouvertement de Stepan Bandera, le chef historique des collabos nazis ukrainiens responsable de la mort de millions de gens, dont des juifs, et pour lequel le président Zelensky, juif également, a personnellement érigé des stèles à sa mémoire. Alors, maintenant, pourquoi les Occidentaux accusent-ils tous ceux qui critiquent Israël d'antisémites alors qu'ils ferment les yeux et soutiennent même les néo-nazis ukrainiens? L'accusation d'antisémitisme est une supercherie. Déjà parce que c'est un qualificatif entre guillemets racial qui n'obéit à aucune logique. Euh, le judaïsme est une religion, c'est pas une race d'abord. Et là, on est sur le terrain idéologique, donc on peut se proclamer anti-sioniste, peut-être, parce qu'on est contre l'idéologie sioniste, qui est le socle de l'État colonial israélien. Mais qualifier tout critique d'Israël d'antisémitisme est un raccourci honteux qui est dépassé et qui, hélas, n'accourt que, par exemple, en France. Euh, on ne parle pas d'antisémitisme aux États-Unis. On n'est pas dans cette logique dans les autres pays européens, hormis la France, qui, à la demande de 16 sénateurs, veut criminaliser et qualifier d'antisémite toute critique de la politique actuelle
de l'État israélien qui pratique justement un terrorisme d'État contre les populations de Gaza. Et là, euh, ce double standard, ces deux poids, deux mesures, pourquoi on est dans le registre de criminalisation lorsqu'il s'agit d'Israël et on ne l'est pas lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et des crimes commis par et revendiqués par les plus hautes autorités de l'État ukrainien depuis 2014. Donc, on est Surtout dans un avec jeu, l'idéologie qui est la leur. on, C'est-à-dire, on est on se dirait qu'on est dans le pays, Alice au pays des merveilles. On est carrément dans une logique de différenciation et on est dans une logique du plus fort, c'est clair. On légitimise ce que fait Israël en Palestine au nom de la légitime défense, mais au même moment, on délégitimise ce que fait la Russie dans le Donbass au nom de la légitime défense toujours et de la défense des populations russophones. Pourquoi? Parce que on est dans un rapport de force et là, ceux qui légitimisent le crime d'État israélien sont du côté des criminels également ukrainiens contre, entre guillemets, euh, l'éthique et les questions morales, parce que au fond, les Russes, on le voit, n'ont pas enclenché leur opération spéciale de gaieté de cœur parce que c'était la résultante de plusieurs années de bombardements ukrainiens contre les populations russophones, de discrimination raciale, linguistique, religieuse contre ces mêmes populations. Et là, le sommet de l'État ukrainien, gangréné par les néoconservateurs américains, s'est un petit peu arc-bouté sur les milices néo-nazis pour commettre tous ces méfaits. Et là, on voit comment on articule cette idéologie néo-nazie en Ukraine et on légitimise les crimes ukrainiens comme on légitimise les crimes israéliens. Et là, c'est un peu bizarre parce que on s'allie aux Israéliens soi-disant victimes du nazisme d'un côté, de l'autre côté, on s'allie aux Exactement. néo-nazis. D'accord. Bien. Alors, et justement, et sur toujours le même élan, parce que vous avez un peu donné l'avant-goût de la dernière question de cette première partie, c'est à l'instar de la résistance palestinienne, la Russie est accusée par les médias occidentaux d'agression militaire contre un pays souverain. Et ceci en faisant fi du fait que, comme vous l'aviez souligné à juste titre, que les autorités russes ont su garder leur calme face à ces crimes pendant 8 années, se sont laissés duper à 2 fois par les Occidentaux en souscrivant aux accords de Minsk 1 et 2, dont le but était, de l'aveu de François Hollande et d'Angela Merkel, de donner du temps à l'Ukraine pour préparer la guerre. Elles ont également cru, jusqu'à fin décembre 2021, à une possible paix, proposant le principe de garantie juridique que la sécurité de la Russie ne serait pas mise en danger, chose qui a été refusée par les États-Unis. Alors, comment analysez-vous cette situation alors que les Israéliens ont tué en 20 jours, plus de civils que l'armée russe n'en a tué en 20 mois d'opération spéciale en Ukraine? Bon, on est là dans un rapport de force entre l'Occident et la Russie, sans plus. Donc, la stratégie occidentale est d'encercler les Russes et d'empêcher justement l'affirmation de la puissance russe. Comment? En intégrant tout simplement l'Ukraine au sein de l'Alliance Atlantique et de priver d'un point de vue géopolitique la Russie d'un continuum stratégique qui est considéré par les stratèges russes comme étant l'Ukraine. Donc, on est dans une logique
de confrontation géopolitique entre les Occidentaux et la Russie. C'est ce qui fait que on crie le soutien inconditionnel à Israël, qui a massacré plus de 10 000 Palestiniens innocents à Gaza depuis un mois, et euh, on fait tout pour arriver à deux doigts d'une guerre nucléaire avec la Russie, au nom de la préservation de l'intégrité territoriale ukrainienne, alors que tout le monde sait qu'actuellement, l'Ukraine n'a plus d'autonomie stratégique ni d'existence autonome par rapport aux Occidentaux, parce qu'il vit sous perfusion financière, sous perfusion militaire et sous perfusion économique des Occidentaux. Et C'est un dernière peu le remarque, cas d'Israël aussi. tout à Mais ce fait, rapport justement de nombre de morts oui, aussi, comment dirais-je, il lève le voile sur cette hypocrisie voilà, de faire la distinction entre telle personne, tout à celui fait. qui mérite la défense, celui qui ne mérite pas, alors que, comme vous le disiez, le rapport était 1 à 10 par rapport. On a vu. On a vu les larmes de crocodile de John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, qui pleurait les Ukrainiens il y a moins de 2 ans, et le même Kirby disant à son auditoire que la guerre est difficile en Israël et qu'il faut s'attendre à des morts, et les morts palestiniens peuvent être justifiées par le seul fait, entre guillemets, de la légitime défense d'Israël et du droit d'Israël de se défendre. Donc, cette inconditionnalité qu'on retrouve euh, derrière Israël de la part des Occidentaux, c'est la même inconditionnalité, entre guillemets, qu'on retrouve derrière l'Ukraine de la part de ces mêmes Occidentaux. On voit qu'il y a une sorte de parallèle qui se fait d'un point de vue stratégique, mais le parallèle humanitaire ne se fait pas. Le parallèle humanitaire ne se fait pas. C'est ça Est-ce que, Ahmed Kateb, l'injustice suprême. avant de terminer, est-ce que vous pensez que c'est ce paradigme colonialiste qui a donné comment, qui a justifié les massacres des peuples colonisés, cette maladie dont l'Occident n'arrive pas à s'en défaire depuis depuis des siècles? On retrouve la même chose dans toutes les contrées où il y a eu les colonisations enfin de peuplement qui ont conduit à l'extermination des populations autochtones. On est toujours dans ce paradigme occidental de supériorité de l'homme blanc face à l'autre. Donc, on revient également au postulat établi par Edward Said, donc Mhm. l'orientalisme. Comment l'Occident a créé cet Orient, comment il le perçoit. Donc, on est dans cette logique un petit peu de perpétuation de la mentalité coloniale, de la raison coloniale, qui n'a plus raison d'être actuellement, mais que les Occidentaux, euh, par souci de maintien de leur impérialisme, même symbolique, essaient à tout prix de maintenir en vie à l'encontre des populations africaines, des populations asiatiques, des populations sud-américaines, et on voit l'expression la plus éclatante aujourd'hui dans l'exemple palestinien, parce qu'au-delà de Gaza, au-delà de la Palestine, les militants du Hamas, qu'on soit d'accord avec leur idéologie politique ou pas du tout, sont le symbole de la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Et là, Israël n'est pas Israël intuité personné, c'est l'incarnation de cette raison coloniale et impériale. Et ça, c'est ça que les militants palestiniens sont en train de combattre au nom de tous les damnés de la terre. Le système actuellement, le système centré sur l'ONU
ainsi que pour, c'est-à-dire un peu, encore élever un peu le débat et le pousser dans ces termes, pas uniquement faire une fixation sur un seul problème. Euh, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. L'avis est unanime pratiquement chez tous les experts et les observateurs. Et la cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles, leurs règles, des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Et il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants, du multilatéralisme ou de la multipolarité objective. Alors, Ahmed Kateb, au nom de quoi la minorité occidentale se donne-t-elle le droit de parler au nom de toute l'humanité? Ah ben, au nom d'une supériorité passée, parce que ces règles qui ont établi la charte de San Francisco datent de 1945, et en 1945, il n'y avait pas 192 pays indépendants. Absolument. La Et majorité des pays du Sud étaient encore colonisés. la majorité des pays du Sud global, sinon c'est la totalité du Sud global pratiquement, était encore sous le joug colonial européen. Donc, les règles établies en 45 ne sont plus les mêmes qui doivent régir le monde de 2023-2024. Ce ne sont pas les mêmes rapports de force, ce ne sont pas les mêmes postulats de puissance, et ce ne sont pas les mêmes perceptions qu'ont actuellement la majorité des pays. euh, une nation comme l'Inde, par exemple, qui est pratiquement aujourd'hui la première puissance démographique au monde, Mhm, l'Inde n'a aucune représentation au sein du Conseil de sécurité, alors que c'est la première puissance démographique au monde. La mhm, Chine, populaire, si ce n'était le combat de l'Algérie en 71 et de certains pays, ça aurait été toujours Taïwan qui siégerait au Conseil de sécurité. Et c'est grâce au combat de l'Algérie et des pays du Sud global actuel qu'on a redonné le siège permanent au Conseil de sécurité à la Chine populaire, mhm, seul représentant du peuple chinois. Et on voit également que l'Afrique n'a aucune existence dans ce directoire euh, qui dirige le monde. Pourquoi l'Europe a trois sièges? mhm, La France, la Grande-Bretagne et la Russie. Mais le problème maintenant, on parle de l'Europe occidentale. Pourquoi il y a les deux sièges, ceux de la France et de la Grande-Bretagne, plus celui des États-Unis? Donc, ça nous fait une majorité occidentale au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on voit le droit de veto, comment il est employé. On l'a vu dernièrement concernant la Palestine occupée. On l'a vu il y a 2 ans concernant l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc, il y a une sorte de division, de scission au sein même du Conseil de sécurité, de ce directoire. Euh, entre les puissances occidentales et les pays émergents représentés par la Russie et la Chine. mhm, Donc, on est dans cette logique de confrontation. Pourquoi? Parce que les règles établies par les Occidentaux en 45 n'ont plus lieu d'être, n'ont plus raison d'être, parce qu'elles sont tout simplement dépassées, et on voit qu'il y a une cristallisation un petit peu et une polarisation au sein même du Conseil de sécurité, ce qui, dans l'avenir, pourra remettre en question justement sa capacité à euh, produire des résolutions. Les faits sont là, et peut-être l'humanité
sera obligé d'actionner à chaque fois la résolution d'Inachesson, c'est-à-dire se remettre à l'Assemblée générale de l'ONU pour mhm. pouvoir faire passer des résolutions et peut-être réfléchir davantage à l'accélération de la réforme du système des Nations Unies, parce que c'est un système tout bonnement dépassé. D'accord. Mais il y a une chose encore, Monsieur Katib. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on peut reprocher à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée justement à sa création en 1945, euh, il y a, et depuis la chute ou le démembrement de l'Union soviétique en 91, même cette charte-là n'a pas été respectée. Et l'Occident s'est mis à imposer une sorte de, comment dirais-je, de système un peu parallèle à celui de l'ONU. Si vous n'êtes pas avec nous, donc vous êtes contre nous. Et comme si vous êtes contre nous, donc vous êtes contre la communauté internationale. Et ça a quand même encore aggravé les problèmes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui met le monde à deux doigts d'une guerre qui pourrait, à Dieu ne plaise, être même nucléaire. Oui, enfin, écoutez, il y a l'imposture du concept de communauté internationale, parce qu'en réalité, c'est une communauté occidentale, d'abord, qui détient la finance, qui détient les médias. Donc, on voit euh, le même concert de narratifs euh, qui est euh, déclamé par tous les médias mainstream. Il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de fausse note, il y a un seul chef d'orchestre. Euh, Ça, pour parler justement euh, de cette normalisation par la symbolique. On veut Mhm, qu'il y ait la même symbolique. Donc, on ressasse le même narratif pour conditionner l'opinion publique mondiale. Ça, c'est un fait. On a vu lors de l'opération spéciale russe en Ukraine, on le voit de temps en temps concernant la Chine, concernant les droits de l'homme en Chine. oui. On a des narratifs qui ressortent de temps à autre pour accuser les Chinois de commettre des exactions au Xinjiang, euh, d'accuser les Chinois d'être derrière un espionnage industriel massif, de ne pas respecter les règles du commerce international. Et on accuse aujourd'hui les mouvements de résistance palestiniens unifiés de terrorisme. Donc on est dans la même construction d'une symbolique, d'un narratif particulier pour légitimer d'un côté le point de vue occidental et délégitimer l'autre point de vue, quel qu'il soit. Mhm, Ça, c'est clair. Après, il y a le jeu malsain des puissances qui tend à imposer des sanctions qui ne sont pas des sanctions votées par les Nations Unies. Ce sont des absolument. sanctions nationales ou des sanctions coordonnées entre les pays occidentaux contre tel ou tel pays. Les dernières sanctions en date sont les sanctions anti-russes. On voit que, par exemple, la communauté occidentale qualifiée improprement d'internationale s'arroge le droit de sanctionner des pays souverains et indépendants au nom de règles qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant les règles du droit international, alors que ce ne sont que des règles occidentales. Donc, on voit on est toujours dans cette euh, logique de deux poids, deux mesures, dans cette logique de géométrie variable. C'est de quel point de vue on se place pour voir les choses. C'est ça qui détermine un petit peu la position et qui détermine après euh, les prises de position. Mhm. D'accord.
Alors, pour la question suivante, euh, l'anniversaire de la guerre américano-britannique contre l'Irak devrait être normalement l'occasion de traduire devant la Cour pénale internationale de ces pays pour crimes de guerre les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques, George Bush en tête et Tony Blair, et l'actuel même président américain Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre. Et idem pour les violations des droits les plus élémentaires du peuple palestinien depuis des décennies par Israël. Alors, pourquoi rien n'est fait dans ce sens? Et qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux quant à tous les crimes commis ces dernières décennies? Est-ce normal, par exemple, que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ses homologues occidentaux et israéliens? Ah, le problème qui se pose, c'est que la force prime le droit. Donc, c'est les Occidentaux qui détiennent la force, qui établissent les règles du droit qui leur conviennent. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais le couple Bush-Blair devant la CPI, ou le couple Sarkozy-Cameron également traduit à La Haye, et que la CPI a été saisie pour traduire le président Vladimir Poutine pour soi-disant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Maintenant, euh, c'est cette volonté justement de réformer, à mon sens, de réformer le système des Nations Unies qui doit prévaloir euh, d'ici à court terme. Donc, les nations du monde ne peuvent plus euh, être régies par un système obsolète, un système qui maintient la prédominance occidentale. On l'a dit tout à l'heure, on doit dépasser la raison coloniale et la raison impériale. Il ne faut plus rester prisonnier de cette logique. Il faut s'en défaire à tout prix. Et c'est peut-être le combat de la génération actuelle et même celle de la prochaine génération, c'est de réformer en profondeur le système des Nations Unies pour une meilleure gouvernance. Pourquoi on veut établir des normes selon des standards occidentaux? Prenez par exemple la question du réchauffement climatique. Pourquoi les pays du Sud global, qui sont les délaissés du développement, doivent payer le prix des ravages écologiques commis par les puissances occidentales? Pourquoi l'Inde, pourquoi la Chine, qui sont en plein Les pays essor africains? industriel et économique, doivent payer le prix euh, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France ou de l'Allemagne? C'est une injustice absolue. Donc c'est un petit exemple qui peut être dupliqué sur pas mal de dossiers. Donc il faut sortir de cette logique euh, européocentriste et occidentalocentriste pour discuter. Le Sud global et les pays émergents, à mon sens, doivent discuter les termes d'une refondation du système des Nations Unies. Et là, il faudrait peut-être qu'il y ait une meilleure articulation entre le groupe des 77 plus la Chine, les BRICS et les organisations régionales africaines, asiatiques, l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays latino-américains, afin de repenser peut-être, pourquoi pas, une tricontinentale 2.0 pour discuter et imposer justement dans l'agenda international la discussion de nouvelles normes qui doivent régir les relations entre les nations. Bien, d'accord. Euh, il y a quand même, d'après tout ce que vous avez développé,
j'aimerais quand même pousser un peu le bouchon plus loin. Et alors, Washington et le reste de l'Occident qui lui obéit utilisent leurs règles, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes contre ceux qui construisent leur politique conformément au droit international et refusent de suivre leurs intérêts égoïstes. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur la liste noire, selon le principe qui n'est pas avec moi et contre moi. Il est depuis longtemps devenu impossible pour les Occidentaux de négocier dans des formats universels comme l'ONU et leur comportement à l'égard de la cause palestinienne est, est plus qu'édifiant. Alors, la question, Monsieur Katib, on peut parler de réforme comme vous l'avez dit, mais est-ce que sans renversement du rapport de force ou du moins l'établissement d'un équilibre, parce que finalement, in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut briser les reins à ce système, il faut lui tenir tête et même peut-être même par les moyens de la guerre. Alors, si ça n'est pas fait, y a-t-il une chance de voir le droit international se faire respecter? Je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc, au-delà de la Palestine, la résistance palestinienne euh, est en train de se battre pour un idéal, celui des peuples colonisés, celui des damnés de la terre, pour briser justement la logique impérialiste et néocolonialiste qui prévaut actuellement. J'ai également parlé d'une tricontinentale 2.0 qui pourrait établir les bases d'une discussion entre les pays du Sud global, le groupe du G77 plus la Chine, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Comment peut-on voir ce système international rénové, plus équitable, qui respecte tout le monde et que cette multipolarité puisse un jour être effective sur le terrain. Parce que lorsqu'on voit la carte du monde, on voit qu'il y a plusieurs pôles. Mais lorsqu'on revient au système des Nations Unies, on voit qu'il y a le C5, les 5 pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Et là, on voit qu'il y a clairement une césure entre les Occidentaux et le couple russo-chinois. Mhm, Et cette césure risque justement de bloquer le fonctionnement du Conseil de sécurité dans un avenir proche, parce que la cristallisation est telle entre les deux parties que l'antagonisme actuel peut déboucher sur une impasse totale plus tard et qui pourrait rendre le Conseil de sécurité quasiment obsolète parce qu'on se neutralise mutuellement et on mhm. n'arrive pas à avancer vers des consensus qu'on peut bâtir si les pays occidentaux dépassent leur logique néocoloniale et impérialiste. Euh, vous présentez la chose d'un point de vue d'une négociation politique. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'Occident, si ne sent pas qu'il a perdu la bataille, va accepter, par exemple, de lui-même d'aller vers une réforme du système de l'ONU? Écoutez, les Occidentaux refusent de voir la vérité, la seule vérité qui soit, est simple. Ils ont perdu la bataille. L'Occident a déjà perdu la bataille. Il a perdu la bataille technologique, il a perdu la bataille démographique, il a perdu la bataille économique, il a perdu la bataille symbolique. L'Occident, lorsqu'on le prend dans sa configuration actuelle, est le grand perdant de ces dernières années. Et ce qui s'est passé le 7 octobre a démontré justement que l'asymétrie qui existe dans les relations internationales et dans les rapports de force peut payer. On a vu le faible
mettre en pièces le fort. On a vu le mythe de l'armée israélienne, dite invincible, se briser le 7 octobre 2023. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël redouble de férocité contre des populations civiles pour dire au monde entier non, euh, l'armée israélienne est toujours là et elle peut faire ce qu'elle veut. Soit elle fait ce qu'elle veut, on le voit, elle est en train de massacrer. C'est une armée qui obéit à une logique de terrorisme d'État. Mais au-delà d'Israël, c'est l'Occident qui a perdu. Pourquoi il y a eu la visioconférence entre les 7 dirigeants occidentaux pour dire qu'ils qu'ils soutiennent Israël d'une manière inconditionnelle? Pourquoi il y a 2 porte-avions américains? Pourquoi il y a un porte-avions français? Pourquoi il y a des frégates britanniques et allemandes? Pourquoi il y a cette armada occidentale en Méditerranée orientale pour, soi-disant, démontrer aux Israéliens le soutien actif et effectif de l'Occident. Pourquoi? Parce que tout simplement, le 7 octobre est un tournant dans les rapports de force à l'international. C'est la victoire, justement, du faible contre le fort. C'est cette position asymétrique qui peut permettre au Sud global de défaire l'Occident impérial. Et les Palestiniens l'ont démontré. Mhm. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut négocier de nouvelles normes? Parce que le rapport de force, tout simplement, est du côté des pays émergents et du Sud global. C'est à ces pays de profiter de l'occasion, de profiter de cette fenêtre d'opportunité pour dicter, pour imposer des normes universelles et non pas rester prisonnier des règles occidentales. D'accord. Alors, monsieur Kateb, par rapport à ce que vous venez d'évoquer maintenant, avec toute cette armada militaire occidentale en Méditerranée orientale, à votre avis, y a-t-il un risque d'embrasement de toute la région, d'une généralisation de ce conflit, ou c'est juste, juste une manifestation d'un soutien, même s'il est symbolique uniquement à Israël? Est-ce qu'il y a un réel danger d'embrasement, par exemple avec le Liban, la Syrie, l'Iran, le Yémen, déjà qui commence à tirer des missiles sur Israël, le sud Liban aussi? Qu'en pensez-vous? Ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est par exemple, vous avez cité le Yémen. Le Yémen qui est distant de pratiquement 3000 kilomètres, un peu plus, de la Palestine occupée. Le Yémen est en train d'envoyer des drones et des missiles qui traversent l'espace saoudien. Les Saoudiens euh, ne font pas obstruction et laissent passer ces missiles et ces drones qui atterrissent en Israël et qui sont à la limite détruits par le dôme de fer israélien, mais pas par la sécurité aérienne saoudienne. Ça, c'est intéressant à observer. Deuxième fait, euh, le- le- l'embrasement généralisé dépend uniquement du degré de folie de la clique au pouvoir à Tel Aviv. Si cette clique au pouvoir décide d'aller de l'avant, elle elle aura justement entre les mains euh, l'embrasement de la situation dans la région. On voit que les acteurs régionaux restent des acteurs raisonnables. Ça a été prouvé par le Hezbollah vendredi dernier. Ça a été prouvé par l'Iran, même si l'Iran euh, qui fait actionner des acteurs non étatiques, tantôt en Syrie, tantôt en Irak, et les Houthis au Yémen, pour démontrer qu'elle a une capacité de nuisance anti-américaine et anti-israélienne, on voit que la suite des événements dépend justement du degré de folie des ministres extrémistes en Israël
et euh, de la perception que pourra avoir les États-Unis par rapport à cette folie grandissante des ministres israéliens qui sont des ministres extrémistes, racistes, suprémacistes. Euh, D'ailleurs, l'un d'entre eux a appelé tout bonnement à balancer la bombe nucléaire sur Gaza et par sa déclaration, c'est la première du genre, un officiel israélien lève le voile sur l'ambiguïté stratégique qui régnait jusqu'à présent, à savoir Israël a ou n'a pas de bombe atomique. Il a confirmé qu'Israël détenait la bombe atomique et qu'elle pouvait en faire usage. Maintenant, ça dépendra du degré avec lequel les États-Unis peuvent brider justement l'élan fou de ces ministres extrémistes. D'accord. Alors, une dernière question, Ahmed Kateb. Dans le cas actuel, donc dans la situation actuelle, que valent alors, pour conclure tout ce que nous avons dit sur ce sujet, que valent ces tribunaux internationaux? Et que peut-on avancer comme piste de réflexion pour remettre de l'ordre dans la gestion des affaires du monde? Bon, le tribunal pénal international ou la Cour pénale internationale reste l'apanage des puissants de l'heure. Je ne pense pas qu'ils seront efficaces, même si symboliquement, c'est bien de rappeler à chaque fois que les criminels de guerre doivent être traduits devant ces tribunaux. Euh, il est toujours bon de le rappeler et de menacer ces criminels de guerre. Mais il reste un point important. Revenons au tribunal Russell, au tribunal Bertrand Russell. Donc, c'est un tribunal symbolique pour pouvoir traduire les criminels israéliens devant la justice, pour pouvoir traduire les criminels occidentaux devant la justice. Il ne faut pas oublier que la Yougoslavie a été détruite, que l'Irak a été détruit, que le Yémen a été détruit, que la Syrie, que la Libye, que la Palestine occupée sont des pays qui sont complètement détruits par ces visées occidentales. On voit qu'il y a un rapport de force du fort au faible et qu'aujourd'hui, heureusement, le rapport a été inversé. C'est un rapport du faible au fort qui est en faveur du faible parce qu'il y a cette guerre asymétrique. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de traduire ces criminels de guerre, au moins symboliquement, devant des tribunaux d'intellectuels, de juristes indépendants pour qu'ils répondent de leurs crimes de guerre, de leurs crimes commis contre l'humanité et du génocide commis au nom, et je le dis bien, au nom de la civilisation occidentale. Ahmed Kateb, je vous remercie pour toutes ces informations et cet effort. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à Merci très à vous. bientôt. À bientôt.